Bienvenue dans Design Plus pour ce nouvel épisode de Design Plus Express. Cette série qui dure tout l'été 2023 avec des nouveaux invités et 10 nouvelles questions. Dans ce nouvel épisode, je reçois David Jeanne. Alors, David est Senior Lead Experience Designer et Researcher. Il intervient sur des sujets de design org, design ops, de leadership, de management du design, de stratégie produit, ainsi que sur les phases opérationnelles. Je l'avais reçu en septembre 2021 dans Design Plus pour parler d'enseignement. Le titre de l'épisode est « Enseigner le design UX pour soi et pour les autres ». C'est un épisode passionnant dans lequel David explique que enseigner, transmettre, c'est enrichissant pour soi et pour les autres. Vous pouvez écouter l'intégralité de cet épisode en vous abonnant à un forfait premium. Et pour faire votre choix, je vous donne rendez-vous maintenant dans la description de cet épisode ou bien dans la description du podcast. Vous y trouverez le lien vers ma page Supercast. Et maintenant, voici les réponses de David. Salut Laurent et salut aussi à tous les auditeurs de Design Plus. Je suis vraiment très content, Laurent, que tu m'aies proposé de participer à cette série estivale 2023 de Design Plus avec un format super intéressant. Ce format des petites questions à répondre qui m'ont poussé à me poser des questions que je m'étais pas forcément tout le temps posées sur mon travail, à revenir sur des pratiques. Donc toujours extrêmement intéressant. Merci. Je voulais aussi te remercier, je voulais prendre une petite minute pour te remercier pour tout ce que tu fais avec Design Plus, podcast que je crois que tu as depuis 2019 maintenant, avec beaucoup d'invités, beaucoup de sujets différents, qui aident vachement la communauté. En tout cas moi, sur certains sujets que j'ai pu écouter, qui m'ont bien aidé à éclaircir des points sur lesquels les invités que tu as eus m'ont apporté des réponses et des façons de voir assez complémentaires, différentes et super intéressantes. Donc merci pour tout ce que tu fais. Pour me présenter rapidement, du coup je suis David Jeanne. Ça fait 17-18 ans que je travaille en UX. J'ai commencé suite à un master en ergonomie d'interface, ergonomie cognitive, où on faisait en fait ce qu'on appelle maintenant UX Research et UX Design, passer du temps avec les gens, avec des protocoles basés sur la psychologie, sociologie pour extraire les besoins, analyser les activités, puis tout ce qui est UX Design ensuite pour faire des choses ergonomiques, utiles et utilisables. J'ai travaillé dans pas mal de domaines, du cockpit de voiture, du jeu vidéo, du réseau social, du grand public, du pro, etc. Et au fur et à mesure, du coup, je suis monté sur des postes de lead. Après avoir passé aussi quelques années en freelance. Question numéro 1. Cite-moi 3 mots qui définissent ton métier. Question assez compliquée quand même, parce que 3 mots c'est pas beaucoup, mais heureusement qu'on a un métier qui a une petite partie créative, ce qui me permet d'avoir 3 mots assez originaux pour définir mon métier. Le premier mot pour définir mon métier, c'est inspiterface. Inspiterface parce que c'est vraiment un métier inspirant. Qui est à l'interface entre pas mal d'acteurs d'une organisation produit, beaucoup d'acteurs, les utilisateurs aussi, on est à l'interface avec les utilisateurs et entre les besoins des différents acteurs, des différents départements, les besoins des utilisateurs et aussi nous, notre vision design, l'équipe design, on est vraiment à l'interface entre tous ces points de vue, tous ces besoins, pour arriver à concevoir des produits qui répondent à la fois aux utilisateurs et au business, et aussi du coup nous, à notre vision, et on est vraiment à cette position très inspirante, position d'interface, donc inspiterface pour le premier mot qui définit mon métier. Mon métier est le métier de tous les UX qui nous écoutent, et ceux qui ne nous écoutent pas aussi. Deuxième mot dans la même veine, c'est rigourologique. Rigourologique parce que c'est un métier rigoureux et où il faut être méthodologique.
Ça nécessite de se poser beaucoup de questions, de connaître beaucoup de méthodes, de savoir quelles méthodes vont permettre de répondre aux différentes questions. Même si on ne maîtrise pas toutes les méthodes, il faut savoir qu'elles existent, parce qu'à chaque phase de nos projets, il y a différentes méthodes, différentes façons d'arriver à nos objectifs. Et il faut connaître ces méthodes et il faut être rigoureux. Sans rigueur, sans méthodologie, on va rester dans le domaine de l'opinion, de la subjectivité. On va avancer à l'aveugle, on va pas être constructif et on risque d'avoir énormément de biais et de pas forcément concevoir du coup de la bonne façon. Donc rigologique pour le deuxième mot qui définisse le métier. Et dans la même veine, le troisième mot qui définit le métier, c'est synthétégique. Synthétégique parce que il faut qu'on soit capable de synthétiser toutes ces données, les résultats de ces méthodes. On doit être capable de les synthétiser pour arriver à concevoir notre stratégie. Donc synthétégique, beaucoup de données terrain, comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup de données de la part de l'organisation, du business. Il y a des tactiques, il y a des stratégies. Il y a des contraintes, il y a des opportunités, on a des résultats de nos méthodes, de nos observations, et pour ça, cela va nous permettre en fait d'être vraiment acteurs de la stratégie produit de l'entreprise, de notre équipe, et donc pour ça, tu le sais, il faut être synthétégique. Question numéro 2. Pourquoi as-tu voulu devenir designer ? Et c'est une très bonne question, je savais pas trop comment y répondre, et finalement je me suis permis de la reformuler, ça m'a aidé, je l'ai reformulé en fait en comment es-tu devenu designer. En fait moi je viens de neurosciences. Je viens d'un master en neurophysiologie, donc le fonctionnement cellulaire et moléculaire du cerveau, je trouvais ça passionnant. Mais arrivé à la fin de mon master, la recherche fondamentale m'intéressait pas trop, et je voulais trouver un moyen d'appliquer toutes ces connaissances sur le cerveau aux nouvelles technologies. Comment faire un lien entre les technologies, entre guillemets le futur aussi, et notre façon de penser, notre façon de fonctionner. Et il se trouve qu'il y avait que dans la fac il y avait un master en ergonomie cognitive et sociologie des usages. Finalement maintenant on appellerait ça UX Research et UX Design, et UI un petit peu aussi. Je suis rentré là-dedans et ça a été super, c'est exactement ce que je cherchais. Donc j'étais ergonome à la base, et en fait le terme d'UX n'existait pas à l'époque, enfin en tout cas en France, n'était pas du tout démocratisé, et c'est au fur et à mesure des années où le terme a commencé à arriver. Donc je suis rentré dans le métier en 2006, et 2008, 2009 on a commencé à avoir UX Design qui arrivait un petit peu partout, et en me renseignant je voyais que ce que je faisais était une grande partie mais pas la totalité d'un champ encore plus intéressant qui était l'UX Design. Comment apporter de l'utilité, de la facilité d'utilisation, de l'émotion, comment embarquer dans une expérience. Et en fait, petit à petit, j'ai essayé des domaines différents. Je suis parti dans le jeu vidéo pour voir un petit peu qu'est-ce que c'était que immerger un joueur dans une expérience de jeu qui était différent de l'ergonomie pure et dure. Puis ensuite, je suis allé m'essayer sur du cockpit de voiture chez Peugeot. Donc comme ça je suis passé en fait de sujet en sujet, de domaine en domaine, pour finalement au fur et à mesure devenir designer. Je voulais vraiment en fait créer un futur désirable. Il y a plein de façons de voir le futur, et je sentais qu'avec mon métier je pouvais apporter un futur avec des technologies utiles, respectueuse de l'homme, respectueuse de la société, de l'environnement, pas essayer de mettre en place des outils ou des technologies qui allaient un peu aliéner, mais au contraire qui allaient être des compagnons utiles au quotidien. Donc voilà, je voulais créer, appliquer toutes ces connaissances pour créer ce futur désirable, et c'est comme ça au fur et à mesure que je suis devenu designer. Question numéro 3. Pourrais-tu décrire ton métier sur 24 heures et comment tu t'organises ? Alors évidemment, ça c'est assez compliqué.
En fait, il faudrait plutôt que je te le décrive sur un mois complet, ou sur un quarter même, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent, tellement de phases différentes. Mais faisons l'exercice de 24 heures. Moi, je suis plus vraiment complètement designer, dans le sens, par exemple, UX UI. C'est quelque chose que je faisais avant. Maintenant, pour caricaturer, je mets plus les mains dans Figma. J'ai même tendance à dire que je suis un enfant d'Axure à la base, et le passage à Figma s'est fait quand je commençais à avoir des rôles plus de lead, de UX strat. Donc c'est pas vraiment une réponse de comment je vais décrire le métier de designer, mais plutôt le métier de lead, qui est le mien, maintenant. Et en me focalisant un peu sur le côté du coup organisation, pour m'organiser, pour m'aider, moi j'ai un Notion qui est organisé en projet, en notes de meeting par projet. Donc pour chaque projet, j'ai toutes mes notes de meeting, et sur chacune des notes de meeting, j'ai des tâches. À chaque note de meeting, je me crée des différentes tâches, et parfois des tâches qui ne sont pas forcément reliées à ça. Donc j'ai toujours cette vision de mes projets, les notes en cours, les tâches à faire pour ma journée. Je vois mes tâches sont ensuite effectivement organisées par journée, par semaine, par mois, par quarter, et pour des sujets plus longs, par année, mais là ça rentre dans une autre partie de mon Notion. La moitié de ma journée, donc ce sont déjà des réunions forcément qui sont bloquées sur des ateliers, des réunions avec d'autres personnes, mais je fais en sorte de garder la moitié de ma journée sur des réunions que je me pose moi-même assez rapidement pour éviter que les gens m'en posent, qui sont des moments sur lesquels je peux travailler justement sur les tâches que je me liste à faire dans ma journée, dans ma semaine, pour avancer sur les sujets qui sont importants pour moi, mais dont les autres sont pas forcément au courant, et où les autres personnes du coup viendraient me bloquer mon agenda. Donc je me bloque mon agenda pour avancer sur mes tâches. Donc j'alterne entre les deux, mes tâches, les tâches des autres, les tâches que je fais avancer avec les autres. Je fais aussi en sorte de regarder mes mails et mon Slack 2 fois par jour, pas plus. Donc en fin de matinée, par exemple, et dans le cours de l'après-midi. Ça me permet le matin de commencer vraiment sur mes tâches, sur ce que j'ai à faire, sur ce que je me suis mis comme priorité, d'avoir 1 ou 2 réunions ou workshops, et fin de journée, 11h30, midi, là je me jette un peu sur mes mails et mon Slack. Pour éviter que les demandes un peu urgentes de certaines personnes, qui seraient leurs priorités, ne deviennent pas les priorités qui viennent remplir ma journée, et qui m'empêcherait d'avancer sur ce que je veux faire. Donc mes tâches, elles alternent, c'est un sujet qu'on verra aussi tout à l'heure dans une autre question, ça alterne pas mal entre des sujets assez opérationnels, type exploration design avec les designers, des revues de design, revues aussi de résultats de research, et des sujets aussi plus organisationnels, par exemple comment est-ce qu'on peut améliorer nos process, nos façons de travailler ensemble, de l'ops aussi, et des sujets de stratégie produit et business, par exemple réfléchir à quel sujet est-ce qu'il faut faire mûrir pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire envoyer, enfin qu'est-ce qu'on fera partir ensuite dans la roadmap design, puis la roadmap produit, mais il y a beaucoup d'exploration à faire en amont, avec les autres leads, avec les head-off, pour savoir qu'est-ce qui vaut le coup de creuser ou pas. Donc voilà, ça alterne un petit peu entre tout ça. J'ai aussi une journée entière de la semaine qui est bloquée pour mes one-one. Donc one-one avec les... dans d'autres boîtes on peut appeler ça des face-to-face. Je sais pas comment vous appelez ça, mais c'est vraiment les rendez-vous en binôme, pour faire le point avec les designers, pour faire le point avec les researchers, pour faire le point aussi avec les autres leads sur les sujets qu'on fait avancer en commun, les points que j'ai aussi avec les head-off. Donc j'ai une journée entière où je ne fais que ça. Ça me permet ensuite d'être bien cadré là-dessus et de ne pas avoir des one-one qui se baladent un peu partout dans la semaine. Question numéro 4. Quelle est ta plus grande réussite en tant que designer ? Et ma plus grande réussite,
ma plus grande réussite en tant que designer, ça a été de pas mal échouer, finalement. Ça peut paraître un peu bateau, mais c'est vrai que à chaque fois que je reviens sur des expériences passées, je me rends compte de façon de faire, de façon de travailler, où en étant vraiment la tête dans le guidon, je pensais faire les choses vraiment d'une bonne façon. J'arrivais face à des espèces de moments de frustration. Et avec le recul, et surtout avec ta question aussi qui me permet de revenir dessus, avec le recul, je pouvais voir des choses à améliorer. J'avais vraiment une compréhension de pourquoi à ce moment-là telle chose s'était mal passée. Et finalement, la plus grande réussite en tant que designer, déjà c'est tout cet enseignement que j'en tire à chaque fois, mais c'est finalement c'est la totalité du parcours. J'ai bossé pour des boîtes vraiment super. Pour Peugeot, j'ai bossé pour Ubisoft, j'ai bossé pour Disney, j'ai bossé pour des boîtes, pour des startups avec des équipes vraiment super cool, avec des projets vraiment intéressants. C'est vraiment l'ensemble de tout ça que je vois vraiment comme ma grande réussite. Et, euh, et c'est aussi du coup le sujet sur lequel je suis maintenant. La boîte dans laquelle j'ai été embauché, parce que j'ai quitté mon statut freelance pour rejoindre une boîte qui s'appelle Biogène, et en fait qui travaille pour aider des patients atteints de maladies neurologiques grâce à des solutions digitales. Et pour moi, ça a vraiment énormément de sens. Comme je te le disais tout à l'heure, dans une question précédente, je viens de neurophysiologie et immunologie. Et j'avais jamais pu travailler pour des boîtes, pour des sujets médicaux appliqués aux neurosciences, bien que c'était ma formation initiale avant de faire du design. Et là, il y a une histoire qui est en train de se raconter, il y a une boucle qui vient de se boucler, où enfin je peux allier ces deux sujets qui sont l'origine de mon travail. Pour quelque chose de plus concret, pour quand même donner des exemples précis de réussite, de projet. Un moment que j'ai vraiment beaucoup aimé, où je me suis vraiment senti utile, ça a été l'acculturation du département Customer Experience de BNP. L'acculturation en fait à l'UX, où par des présentations, par des discussions, par des projets, petit à petit, j'ai été amené à former une trentaine de PO pendant une semaine entière à l'UX, à ses méthodes, et en quoi ça pouvait être vraiment important pour eux. Donc une trentaine de PO, c'est énorme, et ça a quand même pas mal changé la face du département, leur façon de penser, pour vraiment intégrer l'UX, et c'est un département assez stratégique chez BNP. Donc ça a vraiment été quelque chose dont j'ai été très content. Un autre sujet rapidement. Quand j'ai bossé chez Ubisoft sur le Ubisoft Club, qui était un programme transverse à tous les jeux, on a eu une expérience de travail pendant 1 an et demi qui était incroyable, où on a pu vraiment mettre en place pas mal de méthodes UX assez poussées pour concevoir ce service, et je garde un excellent souvenir de ce passage sur le Ubisoft Club avec Ubisoft. Et actuellement le collectif X-Band avec Léo, Lydie et Emmanuel, où on a un énorme plaisir de travail, d'échange ensemble, et ça c'est un grand plaisir de pouvoir collaborer avec des personnes douées, talentueuses, vraiment motivées, s'échanger des bonnes pratiques dans une bienveillance complète. Donc voilà, ma plus grande réussite, c'est un peu tout ça, c'est plein de choses, c'est tout ce parcours, et je pense que la plus grande réussite, elle est à venir. Donc j'espère qu'on en parlera bientôt. Question numéro 5. Quels sont les freins les plus courants que tu rencontres et comment les combats-tu ? Je trouve que l'un des freins les plus courants, c'est le manque de cadrage. C'est le manque de temps.
du coup, qui va avec, c'est la pression, mais le manque de cadrage, même de la part des designers, le manque de temps pour se poser les bonnes questions sur un sujet. Pourquoi est-ce qu'on fait telle feature? Pourquoi est-ce qu'on travaille sur tel sujet? Pourquoi est-ce qu'il y a tel besoin? Et j'aime beaucoup cette citation, je ne sais pas si elle est vraie, on l'attribue à Einstein, je ne sais pas s'il a vraiment dit ça, mais en tout cas, c'est une citation que je trouve vraiment bien qui dit si j'avais 1 heure pour régler un problème, je passerais 55 minutes à cadrer le problème, à y réfléchir, à creuser la question, et les 5 dernières minutes à vraiment résoudre le problème. C'est quelque chose comme ça. Et c'est un peu ma façon de penser, c'est un peu ma façon de travailler. Un des freins les plus courants vraiment que je rencontre, c'est ça, c'est pas prendre le temps de travailler l'architecture d'information, de reprendre les besoins pour lesquels on travaille, de reprendre les métriques que l'on veut atteindre, se poser la question ensemble de comment est-ce qu'on peut les atteindre, qui fait ça par ailleurs, allons jeter un œil, faisons un petit peu de benchmark, même ne prenons pas trop de temps, mais au moins allons-y, regardons, faisons un task flow bien avancé avec les devs, prenons du temps avec eux pour se dire et si à tel moment l'utilisateur fait ci, fait ça, et si il a besoin de ça, et si il y a tel problème qui apparaît. C'est quelque chose qui prend pas mal de temps, mais ça permet de sauver tellement de temps après. J'ai vu des sujets entiers partir en prod avec toutes ces questions qui n'étaient pas traitées et perdre énormément de temps après pour revenir sur tous ces points qui, s'ils avaient été bien traités dès le début, pensons edge case, s'ils avaient été bien traités dès le début, auraient permis un design clair, précis, efficace, sur lequel on est tous d'accord. Donc ça c'est vraiment le problème le plus courant que je rencontre. Il y en a d'autres, hein, des problèmes, mais qui vont un peu avec, hein, le fait que parfois, vu par d'autres personnes, design égale maquette, on a encore pas mal ça. Côté designer, il y a un côté parfois romantique du design, qui met un peu de côté le côté business, qui prend parfois le business un peu comme un grand méchant. Donc un autre problème, c'est la croyance que business et design vont pas ensemble, que marketing et design aussi vont pas ensemble, alors qu'en fait ce sont des alliés. Donc tous ces sujets peuvent un peu se rentrer les uns dans les autres. J'ai une façon, hein, moi, donc la suite de ta question, c'était comment est-ce que je les combats. Donc j'aime pas trop le terme combat. Parce que si on arrive avec cette philosophie lors des réunions ou en abordant les sujets, forcément on a une notion un peu de conflit. Mais ce que je fais en tout cas face à ça, c'est prendre le temps de les identifier, ces problèmes, et de remonter à la racine, me dire pourquoi est-ce que sur ce sujet on a perdu autant de temps, pourquoi est-ce que sur ce sujet il nous manque la moitié des edge cases, le pourquoi, qui permet de remonter à la cause, de laisser un peu les symptômes de côté et de remonter à la source des symptômes, et ensuite d'avoir des réflexions de groupe autour de ces sources de problèmes. Des réflexions de groupe sous forme de rétrospective. Qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé, et pas des rétrospectives sur des sprints, mais vraiment des rétrospectives d'organisation, de process, de relations personnelles aussi, et qu'on se dise voilà pourquoi est-ce que telle chose s'est mal passée, quelles ont été les frustrations de chacun, qu'est-ce que vous demandez pour la prochaine fois, et ça c'est vraiment ma façon d'aborder à chaque fois, c'est de mettre tout le monde autour de la table, et qu'on se pose les questions de qu'est-ce qui s'est passé, de façon factuelle, aussi de façon émotionnelle, qu'est-ce que vous avez ressenti à tel moment du projet, et qu'est-ce qu'on peut faire en sorte pour que ça n'arrive plus, et pour que tout soit bien huilé par la suite, et qu'on puisse bien travailler. Donc en gros voilà, c'est pour les problèmes que je rencontre souvent, et la façon de les résoudre, hein, c'est une façon un peu design, hein, un peu atelier, remonter au pain point, se demander comment on peut régler les pain points de façon collaborative et s'engager, et aussi du coup donner des responsabilités, moi aussi en tant que lead en prendre, faire du suivi, et s'assurer au fur et à mesure que les problèmes sont effacés,
et m'assurer aussi que les bonnes façons de faire rentrent dans des process pour que, à terme, on puisse bien travailler, bien avancer. Connais-tu Notion ? Personnellement, c'est l'application que j'utilise toute la journée, tous les jours, pour gérer le podcast, mais aussi pour une partie de ma vie privée. C'est à la fois mon espace de travail personnel, mais aussi celui que je partage avec les futurs interviewés pour préparer chaque épisode. Donc Notion, tu peux l'utiliser pour tous tes projets professionnels et personnels, en mode solo ou avec ton équipe. Et depuis quelques mois, Notion a intégré une IA, une intelligence artificielle. Tu peux lui poser directement tes questions sur tes documents, tes tableaux, tes projets et l'IA te répond. Il suffit juste de demander. L'IA t'aide à rédiger tes contenus. C'est terminé le syndrome de la page blanche. Laisse l'IA de Notion rédiger un premier jet pour toi. Bref, tu as un vrai rédacteur à tes côtés. Enfin, l'IA va parcourir tous tes documents en quelques minutes pour en extraire les points clés, faire des résumés et bien plus encore grâce au remplissage automatique. Donc, plus besoin d'écrire une énième note de mise à jour sur l'avancement de tes projets. Et si tu te poses des questions sur tes données, Notion a déjà tout prévu. Les données restent privées et sécurisées. Le programme est conforme au RGPD et CCPA. Donc c'est un super atout pour avancer plus vite et mieux. Pour en savoir plus et essayer l'IA de Notion gratuitement, clique sur le lien qui se trouve dans la description. Question numéro 6. Qu'est-ce que tu lis ou qu'est-ce que tu regardes pour apprendre et progresser ? Alors, on avait eu une discussion, toi et moi, Laurent, une discussion pas très privée, parce que c'était sur un de tes podcasts, au sujet de l'enseignement, où je te disais que le fait d'enseigner, pour moi, était une excellente façon d'apprendre moi-même. Et du coup, je continue à faire ça, même si mes cours sont réalisés, sont faits. Là, par exemple, j'écris sur Medium depuis quelques temps sur différents sujets de design, et je me pousse parfois à aller soit faire des nouveaux morceaux de cours sur des sujets encore que je maîtrise pas complètement, ou des posts médiums sur des sujets où je sais que j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus, parce que je sais que le fait de devoir l'exposer à d'autres personnes va me forcer à aller lire énormément sur le sujet, à aller voir des retours d'expérience, à aller voir des façons de faire, des vidéos, des articles. Donc en fait, une de mes façons de faire, c'est prendre un sujet que je connais bien, mais sur lequel je sais que j'ai besoin de formaliser, de concrétiser et d'apporter encore plus de connaissances, et de me dire, ce sujet, dans pas longtemps, je vais devoir le présenter. Soit sous forme de cours, de posts, ou même parfois en interne, et du coup ça me met un peu la pression de me dire, ok, maintenant j'ai pas le choix, il faut absolument que j'aille bouquiner là-dessus, rassembler tout ce que j'ai pu lire par avant, pour le formaliser, pour écrire quelque chose dessus, et ça me permet, en fait, le fait de l'écrire, de l'écrire de façon transmissible, ça me permet justement d'apprendre sur le sujet. Donc pour ça, je vais sur des sites type Nielsen Norman par exemple, je vais aller voir des cours sur Udemy. Il y a pas mal de médiums qui sont assez bien fournis, les UX Collective, Leaders of Awesomeness aussi, qui a pas mal de choses vraiment très intéressantes en stratégie UX. Le site aussi de Jeff Soro, qui est ultra balèze sur tout ce qui est méthode de research quantitative et qualitative, surtout le quantitatif. Donc voilà, je vais revoir tout ça, je passe du temps dessus. C'est du coup des choses
au niveau lecture, lecture web, ce sont les sites que je vais voir. Au niveau conférences, des conférences faites par des design leads et aussi en UX stratégie. Donc je vais regarder les replays. Il y a une conférence qui s'appelle UX Strat, qui tourne un peu en Europe, à Amsterdam, probablement aux États-Unis aussi. Donc je vais me revoir les replays de UX Strat. Pendant un moment aussi le Design Leadership Summit. Je sais pas s'il existe encore, mais il y avait vraiment des choses super intéressantes. Donc voilà ce que je regarde en vidéo. Et rapidement niveau livre, j'ai récemment lu un livre de InVision qui sort. Je sais pas s'ils sortent encore des livres, mais ils sortaient des livres gratuits. Et il y en a un qui s'appelle Business Thinking for Designers. Ça faisait longtemps que je voulais comprendre pourquoi on n'arrivait pas vraiment à se comprendre entre business, marketing et design. Et je comprenais pas pourquoi. Et ce livre a été une révélation pour moi. Donc je le conseille vraiment à tout le monde. Business Thinking for Designers. Il est gratuit en plus. Excellent. Des livres de négociation aussi qui m'ont pas mal aidé. Parce que on a un gros métier quand même de communication, de négociation, surtout quand on arrive sur des postes de lead et de head-off. Donc par exemple, ne coupez jamais la poire en deux, un classique, ultra efficace, super. 21 Irrefutable Laws for Leaders, quelque chose comme ça, qui réunit pas mal de bonnes pratiques de qu'est-ce que c'est qu'être leader. Super bouquin. Des bouquins aussi sur la communication non violente et des pratiques de communication non violente pour bien arriver à travailler, à collaborer. Extrêmement intéressant. Voilà, donc ça c'est pour les livres que j'ai récemment lus. J'ai aussi lu pas mal de livres, beaucoup plus design, même vu que maintenant je mets un peu moins les mains dans le cambouis, que j'en ai lu beaucoup. Ça fait quelque temps que je les ai plus ouverts, mais les méthodes de design UX par Karine Lallemand, mesurer l'utilisabilité des interfaces par Thierry Bacchino, un livre un peu plus vieux, mais une tuerie, Design Sprint et beaucoup de livres. J'ai lu pas mal de livres sur design. Il y a toujours plein de choses à apprendre. Question numéro 7. Dans tes interventions, comment tu repères le bullshit du vrai ? J'étais assez virulent envers le bullshit, entre guillemets, pendant un moment, jusqu'à ce que je me rende compte que finalement c'était des réactions remplies de jugement que j'avais. Ça pouvait être c'est assez drivé par les émotions. Et finalement j'ai un peu mis ça de côté. En fait, je me rends compte que quand on parle bullshit, on est face à des situations qui révèlent déjà de différences culturelles, parce que ce que moi je considère être du bullshit, apparemment la personne qui est en face de moi considère qu'elle fait peut-être bien les choses, et peut-être qu'elle a tout à fait raison de faire les choses de telle façon. Et peut-être que moi je suis aussi parfois le bullshitter de quelqu'un d'autre en face. Donc il y a une différence, c'est un moment où il y a une différence culturelle, et où selon moi, quand il y a ce genre de situation, où j'ai l'impression, parce que il y a quand même ces moments où je me dis je peux pas vraiment faire confiance à ce que tu es en train de me dire, c'est que je suis face à quelqu'un qui a pas les mêmes connaissances que moi, qui a des connaissances différentes, qui a des pratiques différentes, qui a un manque de compétences selon moi. Et parfois c'est aussi des choses qui viennent d'un manque de ressources de la personne. Donc première chose à faire déjà, c'est que j'essaie maintenant de comprendre pourquoi la personne réagit de telle façon, pourquoi est-ce qu'elle dit telle chose. On est aussi dans un métier qui a des horizons de profils complètement différents, des personnes qui viennent du marketing, il y a beaucoup de personnes maintenant qui sont en reconversion, qui rentrent dans l'UX. Il y a des personnes comme moi qui viennent plus de neurosciences, et des personnes qui viennent de pure design. Donc on a aussi différentes approches, et considérer que ma façon de voir c'est la bonne et que les autres font du bullshit quand ils disent pas les choses que je veux entendre, j'essaie maintenant de prendre du recul. Ensuite, parce qu'il y a quand même des moments où ça sent des choses beaucoup trop légères, et où effectivement je continue à avoir ce terme bullshit qui me vient en tête. Donc je vais un peu reformuler.
en remplaçant un peu le terme bullshit par la démarche. Qu'est-ce que je considère être une bonne démarche versus une démarche insuffisante? Parce que, à mon sens, quand je dis bullshit, c'est que face à moi, il y a une démarche qui est insuffisante. Donc, pour moi, une démarche suffisante, c'est une démarche déjà dans laquelle toutes les décisions peuvent être justifiées et sur lesquelles on est capable d'apporter la personne en face de moi qui me montre un résultat ou une méthode ou une opinion est capable de justifier un peu le niveau de certitude qu'elle a par rapport à ce qu'elle présente, que ce soit un design, qu'elle soit capable de justifier ce niveau de certitude par les méthodes qu'elle a mis en place, le temps qu'il y avait pour faire ce travail, et que la personne soit aussi capable de dire avec plus de temps, avec plus de ressources, voilà en fait la bonne façon de faire, ça aurait été celle-là, mais voilà pourquoi j'ai dégradé mon approche et que je présente quelque chose de qui est pas parfait, quelque chose qui est good enough, parce que à un moment on en parlera plus tard dans les questions. Le good enough, c'est good enough et c'est très bien. Mais le bullshit, c'est quand finalement je suis face à quelqu'un, je vois qui est pas capable de justifier ses choix, qui est pas capable d'expliquer. C'est même sur une question simple par rapport à un design que je pourrais poser. Si je vois que la personne n'a aucune idée de pourquoi elle a fait un tel choix, alors là, je commence à me dire qu'il y a problème. Le bullshit pour moi, parce que maintenant je vais rentrer un peu dans ce terme, mais en sachant qu'on parle de démarche insuffisante. C'est quand une personne avance en permanence sans méthode, ou vraiment avec le minimum de méthode, en essayant de faire vite et mal, et qu'elle voit pas le problème avec ça. Ou alors une personne qui va avancer tout le temps dans le consensus, histoire d'avoir l'impression de contenter toujours tout le monde et de bien se faire voir, et juste de prendre les avis de tout le monde à droite à gauche, et de mélanger ça, sans aucune méthode, comme en faisant une espèce de Frankenstein, un petit peu dégueulasse à la fin, et sans se dire que en fait c'est pas comme ça qu'on travaille. Et encore une fois, et que la personne ne voit pas le problème avec ça. C'est quand on se jette sur le livrable final sans s'être posé les questions de comment arriver à mon objectif, sachant que le livrable n'est que le résultat d'un ensemble de méthodes, d'un ensemble d'étapes pour arriver à quelque chose de final, mais c'est quand on voit pas toutes ces étapes, quand on voit pas tout ce côté constructif qu'il y a derrière, et qu'on se jette sur le truc final en disant tadam, voilà, là il y a problème. En fait, quand on n'est pas capable de justifier, quand on n'est pas capable d'avoir les méthodes, et encore une fois, parfois on n'a pas le temps, mais si on n'est pas capable de dire en fait ouais j'ai pas eu le temps, mais voilà j'ai fait une version dégradée, mais normalement voilà comment on aurait dû faire, ça c'est une bonne chose, ça serait une bonne approche. Mais si à côté de ça il y a des personnes qui pondent juste des choses sans se poser de questions, là pour moi on est face au bullshit. En fait c'est quand on comprend pas que le protocole est plus important que l'opérationnel, que la façon de faire, et même si c'est une façon de faire, un protocole qui prend 1 heure avec un truc qui est super rapide, mais qu'on ne soit pas posé la question de comment je vais construire tout ça. Donc le protocole, la méthode, la justification, savoir pourquoi est-ce qu'on a fait les choses, ça c'est essentiel. Si on n'a pas ça, si on n'est pas capable de se justifier, c'est que là, pour moi, on est dans la démarche insuffisante, et du coup, on va être dans le bullshit. On va travailler en fait que sur de l'opinion. Et là, il y a un gros problème. Quand on travaille que sur de la vie personnelle, du goût personnel ou de l'opinion, ou qu'on essaie un peu d'avancer par politique, en plaisant à tout le monde, mais sans vraiment réfléchir, là, il y a malaise. Pour moi, du coup, ça, je le repère assez facilement, je crois. Je repère facilement et encore une fois, ce que je repère, c'est les démarches qui sont, selon moi, insuffisantes. Parce qu'encore une fois, pour d'autres personnes, ça peut être complètement suffisant. Moi, ce que je considère comme du bullshit, d'autres le considèrent pas comme du bullshit. Mais ma façon de le repérer, en fait, c'est simple. Hein. Pour moi, c'est je pointe n'importe quel élément de ce qu'on est en train de me présenter, que ce soit une maquette, que ce soit justement même un protocole, que ce soit un persona ou quoi que ce soit. Je pointe un élément au pif dedans et je demande d'expliquer pourquoi.
je demande à la personne pourquoi ce choix, quoi. Pourquoi est-ce qu'il y a ce résultat? Pourquoi est-ce que là il y a cette phrase? Pourquoi est-ce que là il y a cette couleur? Pourquoi est-ce que tel truc est placé à tel endroit? Pourquoi est-ce que dans ton protocole il y a ça à tel moment? Et je vois si la personne est capable de justifier l'ensemble de ses choix. Et c'est comme ça, si la personne commence à se perdre, à pas savoir, à mettre de l'opinion, à dire bah je sais pas, ou bah, parce que c'est sympa comme ça, parce que j'ai toujours fait comme ça, ou parce que pourquoi pas. Si je vois que c'est vague, qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas un vrai pourquoi, qu'il n'y a pas une vraie raison, bah c'est que là clairement selon moi on est dans du bullshit, parce que nos méthodes elles s'enchaînent toutes les unes après les autres. Nos choix doivent impacter, informer des choix futurs, des décisions futures, et ces choix doivent être, on doit les faire parce qu'avant il y a eu d'autres choix qui nous ont amenés jusque là. Donc si la personne n'est pas capable de voir tout l'enchevêtrement, le tricotage de méthodes, de choix, de conséquences, c'est que là il y a problème. Encore une fois, c'est qu'on est face à de l'opinion, de la subjectivité, du goût personnel. Donc là on est face à une démarche insuffisante. Question numéro 8. Donne-moi un secret sur ton métier que personne ne sait. J'aime beaucoup cette question. Je crois que c'est Tim Ferriss aussi qui la pose de temps en temps à ses invités. Et du coup, je suis très content que tu me la poses. Et en fait, moi, au début de ma carrière, je travaillais dans une boîte de pure ergonomie d'interface. On était une joyeuse bande d'ergonomes. La boîte s'appelait Useo. Et je travaillais avec un excellent ergonome. Et mon boss un jour m'a dit, je te mets en binôme avec lui, fais l'éponge. Fais l'éponge avec lui, t'absorbes tout ce qu'il te dira, tout ce qu'il fait, tu prends, t'absorbes. C'était un super conseil. Cet ergonome, entre temps il est devenu un lead, enfin plus qu'un lead, hein, je crois que maintenant il est VP Design, très réputé en design, qui a récemment écrit un livre. Je vais pas forcément citer son nom, mais bon, au cas où je le salue sincèrement, et j'en profite pour le remercier. Et en fait, pendant une pause déj avec lui, il m'a donné un secret. Il m'a dit un truc qui a vraiment radicalement changé mon point de vue sur mon métier. Mais le problème, c'est que en fait, ce jour-là, on a fait un peu croix de bois, croix de fer. On répète pas ce secret. Donc je suis désolé, je vais pas pouvoir vraiment vous le dire. Mais je vais quand même vous en dire quelques-uns. Mais pas forcément celui-ci. Il y a 2-3 trucs que j'ai compris sur comment monter sur des postes stratégiques et des postes de lead, et que je comprenais pas en fait quand j'étais designer, et où le mot lead ça me faisait un petit peu peur, et même le mot head of. Un des secrets, vraiment, et en plus où j'ai vraiment commencé à m'éclater encore plus dans mon taf, c'est le moment où j'ai compris que si j'applique, mais en fait que j'ai tout en main, j'ai toutes les méthodes en main pour apporter du bien-être à mon équipe, pour apporter du grand changement à mon équipe, pour faire évoluer la maturité design de mon organisation, et qu'en fait toutes ces méthodes, ce sont les méthodes de design. Les personas, je sais pas si, je vous invite à regarder, il y avait une conférence de Morgan Peng aux UX Days de peut-être, je sais plus, 2019, quelque chose comme ça, sur faire des personas UX, des personnes qui gravitent autour de votre équipe UX. La personne qui aime pas le design, la personne qui vous demande de faire uniquement des maquettes en laissant tomber la research, etc. Et en fait, on a toutes ces méthodes. Les personas, si on fait des personas, non pas de nos utilisateurs, mais des personnes qu'il y a dans notre entreprise, et qu'on pose leurs motivations, leurs besoins, etc. Si on met en place une approche design avec du How Might We, par exemple, comment pourrions-nous faire en sorte que telle personne nous traite différemment? Comment pourrions-nous faire en sorte d'atteindre tel objectif pour notre équipe design à l'avenir? Au lieu de définir les valeurs du produit avec des
avec des workshops tels Product Pinocchio, qui est dans Gamestorming, qui est un super workshop. Et ben faisons un Product Pinocchio pour notre équipe design. Quelles sont nos valeurs, quelle est notre communauté, quelles sont nos aides autour de nous. User Journey, ok, bah faisons un User Journey pour notre équipe design, et puis en même temps pour toute l'équipe produit de l'organisation. Faisons un journée de qu'est-ce que c'est que concevoir un produit chez nous. Et en fait, toutes ces méthodes design, si on les applique à nous, à notre équipe, et ben on arrive à faire monter grandement tout notre niveau de satisfaction en tant qu'équipe, toute notre efficacité et tout le kiff de travailler en fait. Donc ça a été vraiment un secret pour certains, parce qu'il y en a qui, je pense qu'il y a des personnes qui s'en rendent pas encore compte, mais en fait appliquez vos méthodes à vous-même, à votre équipe, ça va changer la vie. Tu m'as demandé un secret, en fait je vais en donner plusieurs. Un autre moment qui a vraiment changé la façon dont les gens autour de la table me regardaient, c'est le moment où je me suis formé en communication non violente et en négociation. Et du jour au lendemain, j'ai eu des projets beaucoup plus intéressants. J'ai été traité comme quelqu'un qui a vraiment des choses à dire, qui écoute, qui intègre ce que disent les autres, qui ne réagit pas sur de l'émotion, mais qui arrive à réagir de façon constructive. Et à partir de là, ça a littéralement aussi changé ma carrière. Donc, secret, formez-vous à la négociation, à la communication non violente, l'assertivité, c'est essentiel. On a un gros métier de communicant, en fait, et c'est essentiel de se former à tout ça. Ne restez pas... on est parti du secret, puis je tombe sur le conseil, mais bon, on est entre nous, on peut y aller comme ça. Ne restez pas sur des postes où vous pouvez pas évoluer, sur des postes bloqués, sur des postes où vous dépensez énormément d'énergie, vous fatiguez énormément sur des choses que vous pouvez pas finalement contrôler, sur de la mauvaise volonté ou de la culture. Quand vous voyez que la culture n'est vraiment pas bonne pour le design, pour vous, pour votre approche, n'hésitez pas franchement à changer de boulot. Un des secrets, moi, ça a été que j'ai changé pas mal de fois de boîte, puis ensuite en passant freelance, c'était beaucoup plus simple. Mais si vous vous sentez limité pour des questions culturelles, et vous voyez que ça va pas changer, changer. Un des conseils, c'est vraiment de changer. J'ai un ami designer qui a un côté très philosophe. C'est un grand philosophe contemporain finalement. Il m'a dit un jour, tu sais David, le boulot c'est que le boulot. Et en fait c'est vrai. À un moment faut un peu lâcher le truc et faut pas dépenser toute notre énergie, mettre de la colère dans des réactions ou quoi que ce soit. C'est ok de changer de taf. Dernière chose, et ça c'est peut-être un secret, qu'un designer aussi m'a appris quand il est arrivé chez Ubisoft et qu'il est rentré dans notre équipe, qui était le lead UI, qui est un grand ami maintenant, et il disait non à énormément de choses. Et un des grands secrets, c'est que une grande partie de votre pouvoir réside dans votre capacité à dire non. Question numéro 9. Penses-tu que les IA, les intelligences artificielles, pourraient révolutionner nos métiers et ou modifier certaines de nos pratiques ? Je pense qu'il y aurait tellement à dire, mais c'est juste ça. C'est oui, c'est évident. Je pense qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt de ce à quoi va ressembler le design, enfin notre métier dans 5 ans. Avec énormément d'autres métiers, hein, bien sûr. Mais je pense qu'on n'est pas prêt, on n'imagine pas. La vitesse à laquelle ça évolue, quand on voit Midjourney il y a 3 ans, et Midjourney maintenant, ça a rien à voir. ChatGPT il y a 1 an, on l'avait pas. C'est pas tellement que actuellement on peut dire que c'est d'une efficacité à toute épreuve, bien qu'il y a quand même pas mal de choses, il y a quand même pas mal d'articles de designers et de retours d'expérience qui montrent que c'est déjà super efficace. Mais quand je vois la vitesse à laquelle ça a évolué pour Midjourney, et les ChatGPT aussi, la vitesse à laquelle ça va évoluer, ça va être un super assistant. Moi je le considérerais toujours, enfin
toujours, je sais pas, mais actuellement je le considère comme un collègue supplémentaire qui a son avis, qui a une opinion. Et les avis, ce que je sors de ChatGPT, je le mets sur la table de la même façon qu'un autre designer peut rapporter son avis. Il y a une façon de traiter des patterns, de traiter des informations qui fait gagner énormément de temps. Et je pense que d'ici 2 ans déjà ça va énormément évoluer. Il y a aussi tout un côté de désirabilité qui fait que on a tous sauté à un moment en tant que designer dans ChatGPT pour regarder un peu ce que ça allait pouvoir nous apporter, et en tant que researcher aussi. La désirabilité est telle que maintenant le besoin est là, et que les boîtes qui créent ces outils, qui créent les IA, vont faire en sorte de répondre à nos besoins de researchers, de designers. On peut déjà voir Figma qui fait des choses, bon j'ai pas trop regardé. Photoshop qui vient de sortir un plugin, enfin pas un plugin mais une feature pour créer de l'image. Ça va nous arriver en plein dedans. Donc oui. Est-ce que ça va révolutionner les métiers et modifier nos pratiques? Clairement. Question numéro 10. Pour toi aujourd'hui, en tant que designer, quel est ton plus grand défi ? Alors, mon plus grand défi, c'est d'arriver à faire le grand écart. Le grand écart entre être sur de l'opérationnel, au contact des designers et des researchers, filer des coups de main, pas être ce lead ou ce head of qui est pas là, qui est tout le temps en train de d'avoir des discussions avec les C-level, qui se pointent qu'une fois de temps en temps pendant les monthly ou ce genre de choses. Parce qu'être au contact de l'équipe, c'est essentiel. Donc il y a ce moment où on est ensemble, où j'aide un peu sur de l'opérationnel, où j'assure le dynamisme de l'équipe, où je prends la température de l'équipe, l'efficacité des liens aussi avec les autres équipes, donc voir un peu comment ça se passe, est-ce qu'il y a des pain points, qu'est-ce qui ressort comme frustration, on parlait de process tout à l'heure, qu'est-ce qui ressort comme frustration au niveau des process, au niveau des personnes, ça, au niveau opérationnel et avec les autres équipes et les autres leads, tout en étant présent, pertinent, influent et efficace au niveau de la stratégie globale du produit et au niveau du business, à être auprès du business high level pour connaître pour connaître la direction des produits, la direction de l'entreprise, savoir vers où on va, savoir quels vont être les marqueurs qui vont savoir que oui, on va dans le bon sens, aussi venir influencer ces décisions, donc ça prend du temps, et c'est le grand écart, vraiment c'est le grand écart entre les deux, tout en prenant du temps pour ma stratégie design, pour réfléchir à la stratégie d'évolution de l'équipe. Donc c'est ça, vraiment le gros challenge, et tout en gardant en tête qu'avant d'être designer, qu'avant d'être lead, je suis avant tout une personne, et que, comme je le disais tout à l'heure, le travail c'est que le travail, et que il faut garder du temps pour dormir, pour avoir une vie perso, et donc garder des limites assez saines entre le boulot et la vie perso, parce que quand même on est des humains avant tout, et on aime bien passer du bon temps, être en bonne santé, et c'est important. Donc ça fait aussi partie du challenge. Donc apprendre à faire le grand écart, et tout en restant sain d'esprit et en bonne santé. Merci d'avoir écouté cet épisode de Design Plus Express 2023. Si cet épisode vous a plu, alors partagez-le autour de vous sur LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook et ailleurs. Je vous invite aussi à noter maintenant le podcast sur votre plateforme d'écoute et d'écrire un commentaire sympa pour le faire grimper sur votre plateforme. Enfin, pour ne pas rater les prochains épisodes, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour écouter un nouvel épisode. À bientôt sur Design Plus. Salut!